On préfère tout de même te prévenir, cet épisode aborde le sujet de la fausse couche. On t'invite donc à l'écouter dans les meilleures conditions, en prenant soin de toi. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à toi, Océane, sur le canapé de Naissance Insulaire. Bonjour à tous. Alors toi, tu es venue nous raconter aujourd'hui ton parcours de PMA et aussi ton parcours de femme qui vit l'endométriose et le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Oui. Voilà. Et on va commencer tout de suite parce que déjà, je pense que ça fait beaucoup de sujets à aborder en un épisode. Et puis toi et moi, on est très bavardes, comme on vient de le constater avant d'allumer les micros, donc Tout à fait. let's go. Bon courage pour couper les séquences. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Océane, j'ai 31 ans et il y a 7 mois, ma petite star est venue au monde, Cameron. Très bien. Et donc il est venu au monde après une FIV. C'est ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a déjà un épisode de PMA en Nouvelle-Calédonie, mais comme je le dis à chaque fois, tous les parcours sont uniques et tous les parcours méritent d'être écoutés. Donc aujourd'hui, c'est le tien. C'est à mon tour. Donc toi, tu rencontres ton chéri il y a 10 ans. Ouais, presque 10 ans, ouais. C'était mon pote à la compote. C'est ton pote à la compote. Ah ouais, à la base, et puis bon, ça s'est fait tout seul. Et c'est vrai que lui, très rapidement, il a exprimé l'envie d'avoir des enfants. Et moi, à l'époque, vu que j'étais jeune, je me disais, bon, c'est bon, tranquille, ça va venir quand ça va venir. Et du coup, en 2019, j'ai décidé d'arrêter la pilule et je me suis dit: «Bon, quand ça viendra, c'est que ça sera le bon moment». Bon, on découvrira plus tard que ça n'est jamais venu. J'ai dû forcer le destin et puis voilà, donc on vivait notre vie tranquillement comme ça. Ouais, mais en 2019, tu t'es dit, «J'arrête ma contraception tranquille, ça arrive quand ça arrive». Et 2021, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Moi, depuis mes premières règles, j'ai toujours eu mal, mais on m'a toujours dit que c'était dans ma tête, que j'étais trop stressée, que c'était normal d'avoir mal. Et en 2021, j'avais mal non seulement pendant mes règles, mais j'avais mal à l'ovulation et puis ça en était rendu où j'en avais mal pratiquement tous les jours. C'était devenu handicapant. Je pouvais pas m'asseoir, pas m'allonger, j'avais du mal à m'alimenter et je faisais des malaises, quoi. Et du coup, grâce à mon chéri, j'ai eu le courage de retourner voir des médecins, pour, savoir un peu ce que j'avais. Donc, vu comment j'avais mal, au début, je pensais que ça venait de mon dos. Parce que ça irradiait dans le dos, donc j'avais un peu peur. Je me suis dit: sûr, j'ai un cancer de la moelle épinière». Enfin bon, c'est toujours dans l'exagération. Bon, pas du tout, j'avais pas ça et donc mon chéri m'accompagnait à chaque rendez-vous. On m'a conseillé un nouveau gynécologue et lui, effectivement, dès l'examen, à l'œil nu, si je puis dire, il a vu des lésions. Donc là, quand il me dit: «Bah, ouais, je vois une lésion», je me dis: «Ah ouais, donc c'était pas dans ma tête, c'était littéralement, pas du tout au même endroit que ce que tout le monde me disait». Et très vite, il me propose, c'est pas systématique quand on a de l'endométriose en fait, il y a pas de traitement. On n'en guérit pas aujourd'hui. Là, il y a des articles d'ailleurs qui sont sortis, on n'en guérit pas non plus quand on a la ménopause. Voilà. Super. Oui, parce qu'en fait, les cellules elles-mêmes se synthétisent donc c'est un cycle sans fin. On n'en guérit pas, mais par contre, il y a des traitements pour pouvoir soulager, les douleurs et donc là, moi, on me propose, de me ménopauser artificiellement pour arrêter, le cycle et du coup éviter qu'il y ait de nouvelles lésions. Et surtout, ça permet de faire une opération sans risque d'hémorragie. Donc, feu. Donc, juillet 2021, diagnostic plus ménopause artificielle. On m'opère en octobre 2021 et à la base, en rentrant au bloc, moi, j'étais censée ressortir avec une stomie. Donc, une stomie, c'est une poche qui ressort du corps où, en fait, les selles sont évacuées plutôt par là parce que, du coup, il y aurait une opération qui consistait à me retirer une partie du c'est pas glamour, mais du grand rectum. Mais en fait, j'avais tellement mal que la stomie, je m'en fichais. Il fallait y aller, quoi. Et Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'endométriose t'avait tellement abîmée que t'avais même une partie en fait de tes intestins, du rectum qui était touchée, quoi. bah, Et tellement abîmée que ton médecin, il voulait l'enlever. en fait, c'est ça aussi où c'est, un peu pénible, c'est que, tu as beau faire des IRM parce que du coup, tu fais un IRM pour te préparer à l'opération. Parfois, les lésions, en fait, elles sont pas visibles même à l'IRM. Donc la seule façon d'être sûr, c'est d'aller en cœlioscopie. Donc on passe une caméra par le nombril.
Ça t'évite d'avoir une trop grosse ouverture. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il avait pronostiqué? Je ne sais pas si ça se dit. Mais son pronostic par rapport à mes symptômes, c'était, bon, bah, il y a une atteinte au niveau des intestins et du grand rectum, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, en fait, là, j'ai tellement mal que d'avoir une stomie, c'était provisoire, c'était 6 mois, le temps de réparer à l'intérieur et tout, mais je m'en fichais. Je me suis dit, allez, on y va, quoi, feu. Donc, on y va, je me fais opérer, et puis le ciel était avec moi parce que je me réveille, et mon premier réflexe, c'est, hop, je lève la robe, je suis, oh, j'ai pas de stomie. Donc, en fait, j'avais qu'une lésion dans ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. Je ne sais pas qui est Douglas, je ne sais pas qui a dit que c'était son cul-de-sac, mais j'avais une lésion à cet endroit-là. Et elle a été retirée avec succès. Ok. Donc, à partir de là, je me replonge dans le projet bébé. Un peu mentalement, je me dis, bon, maintenant que ça va mieux. Bah oui, c'était ça ma prochaine question, parce qu'en fait, en 2019, tu arrêtes la pilule, mais entre 2019 et 2021, on a fait un grand bond. Oui. Mais j'imagine que les mois passent et le bébé n'arrive pas, donc tu dois commencer à te poser des questions. Oui, alors en fait, déjà avec le SOP, enfin, j'ai toujours été réglée, mais j'ai été réglée avec la pilule, en fait. Et quand j'ai arrêté la pilule, j'ai eu des retards qui, moi, je pensais que c'était parce qu'il y avait des bébés. Donc, je ne sais pas combien de tests de grossesse j'ai acheté et combien de fois j'ai fait pipi sur un truc. Donc, ça venait pas. Mais là encore, je paniquais pas trop. Je me disais, bon, bah, on va laisser venir. Et du coup, après l'opération, déjà, en fait, en préparant l'opération, le gynéco m'avait demandé, est-ce qu'il y a un projet bébé, tout ça. J'ai dit, bah oui, mais bon, un projet sans être trop un projet, ça va venir quand ça va venir. Et il me dit, bah, de toute façon, moi, je m'inquiète pas quant à ta fertilité, parce que, en fait, la lésion, elle est à un endroit qui touche pas le système reproducteur à proprement parler. Donc, tes ovaires, ils sont polykystiques, mais ça va. Et ton utérus, il est en bon état. Donc, je me suis dit, c'est bon. Donc, je me remets dans la tête dans le projet bébé. Entre-temps, on achète, du coup, notre maison, et on la rénove nous-mêmes. Donc, on fait les travaux. Donc, moi, ça me permet aussi de ne pas être trop focus dessus, parce qu'au bout d'un moment, tous ceux qui ont eu un projet bébé, que ce soit long ou court, je pense qu'on a un peu tous, surtout les filles, ça devient plus trop spontané, les rapports. C'est très calculé, quoi. Donc, en fait, il n'y a plus de plaisir de se rencontrer pour faire ça. C'est pour faire le bébé. Et donc, surtout avec le SOPK, j'imagine que tu essayais d'un peu de target ton ovulation, puisque c'est un peu... C'est difficile de le traquer. Donc, je prenais ma température. J'avoue que j'ai pas acheté les kits de test d'ovulation, parce qu'en fait, je suis toujours un peu dans... Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le déni. Je me suis dit, je vais pas faire ça parce que sinon, je vais être trop focus dessus. Mais en fait, j'étais déjà focus dessus même sans ça. Si tu prenais ta température quotidiennement, oui. Ceci dit, c'est vrai que c'est le meilleur moyen de traquer son ovulation. Tout à fait. Et les travaux, moi, ça m'a permis un peu de relâcher la pression dessus. Et puis, bon, t'as toujours les gens qui vont te dire, n'y pense pas, ça va venir tout seul. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Alors, c'est gentil, mais ça marche. Enfin, c'est pas universel, quoi. Donc, moi, ça n'a pas marché de pas y penser. Ça n'a pas marché d'y penser non plus. Mais pars en vacances, sûr, tu vas faire un bébé. Oui, alors, tu me payes le billet, il n'y a pas de problème, j'y vais, en fait. Et donc, du coup, on fait les travaux. Et puis, j'avais un gros retard, je pense, j'ai un truc genre 46 jours. Et donc, mon chéri, lui, il suivait mon cycle. Il était très, 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 très investi. S'il pouvait être tombé enceinte, je pense qu'il l'aurait fait. Oui, tu me disais qu'il avait l'application Flow sur son téléphone. Ouais. C'est quand même... Oui, non, c'est quelque chose. Et du coup, il me dit, t'as pensé à faire un test? Et j'en avais tellement marre de faire pipi et de voir qu'une seule barre. J'ai dit, tu sais, ça me brise le cœur, en fait, à chaque fois. Je te le dis pas, mais je commence à culpabiliser parce que je sais que toi, tu veux cet enfant et moi, je te l'emmène pas, quoi. Enfin, il vient pas. Et il me dit, non, mais c'est pas grave, moi, je vais t'acheter un test et tu vas faire le test, en fait. Donc, le lendemain matin, il me réveille, il me dit, tu fais pipi dans un verre, là, et moi, je vais faire le test pour toi. Je fais, bon, d'accord. J'imagine la scène dans la tête. Non, mais moi, j'étais pas... J'ai dit, non, non, je veux pas. Il me dit, si, là, tu vas faire pipi dans le verre et je vais faire le test. Et donc, je fais pipi dans le verre. Déjà, c'est bon. On a franchi encore un step. Là, je me dis, bon, là, il tient mon pipi dans ses mains quand même. Et donc, il trempe. Et instantanément, quand il trempe, il me regarde et je vois ses yeux, ils sont un peu humides. Mais je veux pas interpréter. Donc, il me dit, c'est positif. Et je dis, non, c'est pas positif. Il me dit, si, c'est positif. J'y croyais tellement pas que dans la journée, j'ai dû faire 6 tests, quoi. Et de les voir positifs, je voulais pas être trop heureuse, fort. Du coup, je restais un peu poker face, tu vois. Et il me dit le jour même, j'ai envie de l'annoncer à ma famille. Je dis, attends, t'es sûre? Il me dit, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, je veux que nos proches ils soient au courant, quoi.
Et c'est particulier cette grossesse-là parce qu'en fait, en même temps, on a eu l'annonce de la grossesse de quelqu'un dans la famille aussi. Donc, moi, je me voyais déjà enceinte en même temps qu'elle et tout. C'était rigolo. Donc, on l'annonce à nos familles. Et le lendemain, on va faire les travaux et tout. Et bon, lui, il parlait déjà, il faisait déjà des plans sur la comète. Ouais, on fera ci, on fera ça avec le bébé. Et on l'appellera comme ci ou peut-être comme ça. Et moi, je parlais pas trop. Et je commence un peu quand même à me lancer et à y croire. Donc, j'appelle ma mère, je dis j'ai un truc à t'annoncer, je lui annonce. Et quand je lui annonce, bon, elle est contente et tout. Et moi, je suis super soulagée. Ça y est, je me dis c'est bon, ça roule quoi. Et j'ai envie de faire pipi. Donc, je vais faire pipi. Quand je m'essuie, je vois qu'il y a un peu de sang. Je dis bon, c'est sûrement ce qu'on appelle la nidation. Je m'inquiète pas plus que ça. Je dis non, allez. J'ai quand même un petit coup de froid quoi. Je me dis non, c'est pas ce que tu crois. Ça passe comme ça. On retourne sur le chantier. J'avais invité des amis pour venir voir notre terrain. Et puis quand elles arrivent, pile au moment, enfin, on a acheté au Mont d'Or, donc elles venaient de Nouméa. Et pile au moment où elles arrivent, je commence un peu à avoir mal au ventre. Je me dis, ah, bon, ça doit être l'endométriose, quoi. Mais genre vraiment mal au ventre, quoi. Et bon, pour la petite anecdote, vu qu'on était en travaux, nous n'avions pas les toilettes. Et du coup, je me prends d'une envie de faire pipi fort, quoi. Donc, je vais faire pipi dans les brousses, à la route. Et quand je fais pipi, je sens quelque chose qui coule. Et je regarde et j'avais un morceau comme un morceau de stécos, quoi, dans la main. Enfin, que je récupère dans ma main. Et je me dis, hein, bon, ok, ça passe. Là, mes copines arrivent, donc le timing, pas terrible, quoi. J'essaye quand même de me composer parce que je me dis, bon, attends, elles ont fait toute la route, bon, tranquille, quoi. Et puis, quand je vais leur ouvrir, je sens qu'il se passe quand même quelque chose en bas. C'est dur, quoi. Mon ventre est dur. Je fais, bon, ok. Je retourne m'isoler. Et bon, bah là, je vois mon bébé dans ma main, clairement. Un tout petit truc comme ça, avec des yeux. Il n'y a plus de doute. Donc, j'appelle quand même mon conjoint pour qu'il vienne regarder. Et puis, bon, bah, on tombe des nues. Mais on est toujours un peu dans le déni. Donc, moi, j'envoie un SMS à mon gynéco. Malheur pour lui, m'a donné son numéro de portable. Donc, je lui envoie un SMS et je lui dis voilà, j'ai fait un test de grossesse hier. Donc, c'est hier que j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, mais là, je perds des morceaux de steak. Est-ce que je dois m'inquiéter? Et il m'envoie viens tout de suite à l'hôpital, quoi. Donc, de le Mont d'Or jusqu'à la clinique. Mais dans la voiture, je suis toujours un peu dans le déni. Je me dis non, mais non, c'est pas ça. Et donc, on arrive à l'hôpital et effectivement, bah, il confirme. J'ai fait une fausse couche, comment on appelle ça? Une fausse couche précoce. Et il me dit une phrase qui, en soi, c'est pas mauvais, mais c'est sûr que sur le moment, t'as pas envie d'entendre ça. Il me dit bon, déjà, je suis content parce que tu peux tomber enceinte. Ouais, enfin bon, je peux aussi le perdre, hein, comme tu peux le constater. Et il me dit et t'as tout évacué toute seule, t'as pas besoin de curetage, donc c'est trop bien, quoi. Je dis ouais, ok, cool, yes, ok. Donc on sort de là. Moi, je suis dépitée, je parle plus en fait. Et l'ambiance, elle est lourde, quoi. Bah, ça fait beaucoup d'infos. Ouais. En fait, Tu viens d'apprendre que oh, tu es ouais, enceinte. c'est Après, ça. déjà, on est déjà en 2022, donc ça fait Ouais, 19, 20, 21, 22, ça fait déjà c'est 4 ça. ans. Tu viens d'apprendre que, waouh, ça y est, il y a un petit bébé qui se prépare, et puis en fait, tu le perds tout de suite dès que tu Ah l'annonces, ouais, donc c'est ça. c'est... En Et puis fait, tu l'as vu, mine de rien, tu vois, oui, là, quand tu le dis sur un ton un peu, entre guillemets, humoristique, etc., mais c'est quand même traumatisant de voir oui, des choses oui, comme ça. Surtout quand tu as attendu si longtemps, enfin même quand tu l'as pas attendu longtemps, en fait, oui, il y a personne n'a peu envie de voir importe, ça oui, dans sa culotte. peu importe. Mais c'est vrai que oui, j'utilise beaucoup l'humour pour les traumas et beaucoup le déni. On va le voir par la suite. Mais c'est vrai que moi, j'ai ri jaune, littéralement. Je suis sortie de l'hôpital, enfin, je me revois. J'ai cru que je perdais la tête. Je suis sortie de l'hôpital, je pleurais, j'ai allumé une cigarette en mode bah fuck it, en fait, j'ai plus de bébé, pourquoi je ferais attention? J'ai rigolé parce que je me suis dit, en fait, la vie se fout de moi. Parce que hier, j'apprends que je suis enceinte, mais je veux pas y croire. Aujourd'hui, je commence à y croire et en fait, bah non, pourquoi? Ouais, montagne russe, quoi. C'est ça. Alors, on a beau eu me dire oui, mais c'est parce que tu sais, la nature est bien faite, il était pas viable et tout. Ouais, il était pas viable, mais j'avais mon bébé en fait. Et en plus, c'est super dur de faire le deuil de quelqu'un dont tu connais pas les traits, tu Mm. vois. De quelqu'un que t'as pas touché. Enfin, c'était bizarre quoi. Enfin, moi, j'arrivais pas à faire mon deuil. On a fait notre deuil de façon différente, mon conjoint et moi. Lui, il parlait beaucoup du bébé, de son ressenti, tout ça. Et moi, j'en parlais pas. Il y avait une partie de moi qui avait un peu honte aussi d'en parler parce que je me disais, bon, j'ai été maman qu'un jour, mais en fait, bon, bah, j'ai été quand même maman, quoi. Donc, je veux plus parler de faire un bébé et tout ça. Et du coup, je me mets dans le déni.
Donc je me mets à fond dans le travail. Enfin, je veux dire, ma fausse couche, c'était le dimanche. Bah, le lundi, je suis allée au taf, quoi. Bon, comme d'autres gens, mais enfin, je veux dire, j'ai fait comme si de rien, je travaillais et tout. Euh, je me suis dit, il vaut mieux pas que je pense à lui, parce que en fait, sinon, je sors pas du lit, quoi. Et donc, ça passe comme ça. Et comme mon chéri me dit, ouais, mais moi, je veux quand même un enfant. Puis en plus, je veux un enfant avec toi. Je dis, ah, mais ça tombe bien, c'est avec moi que t'es en couple. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour que t'aies moins peur, quoi? Je lui dis, mais c'est pas à toi. Là, moi, j'ai pas confiance en mon corps. J'ai dit, attends, il faut me laisser le temps de digérer. En 2021, j'apprends que mon corps, en fait, il fonctionne pas bien. J'ai de l'endo, j'ai du SOPK. 2022, j'ai un bébé que je tiens pas. Donc, en fait, déjà, j'en étais arrivée à un stade où là, ça va mieux. Je me suis réconciliée avec mon corps, mais j'ai détesté mon corps, quoi. Je lui en voulais. Je me suis dit, je me voyais un peu comme quelque chose qui est en putréfaction, tu vois. J'avais l'impression de sentir mauvais, j'avais l'impression de sentir la mort. Donc, je lui ai dit, là, non. On va se laisser le temps de digérer tout ça. En plus, moi, de dire à tout le monde que j'avais perdu le bébé, c'est débile, mais j'avais un peu honte, quoi, de leur avoir fait espérer qu'elle allait avoir un bébé et en fait, j'apporte rien. Donc, on laisse comme ça. Et puis, à force d'en parler, je lui dis, bon, peut-être vers 2023, je lui dis, écoute, je me suis renseignée. Ce qu'on peut faire, c'est que s'il n'y a rien, en 2024, je te propose qu'on aille à l'hôpital et on va au service de PMA, donc récréation médicalement assistée, pour voir ce qui ne va pas chez moi et si il y a des solutions pour nous aider à avoir un bébé. Et il me dit, OK. Donc, spoiler alerte, il n'y a pas de bébé en 2023. Donc, en 2024, on y va. Je sais pas, je lui dis 2024, c'est là qu'il faut y aller parce que plus tard, j'irai pas. Donc, on y va. Donc, 2024, avec les événements qu'on a connus, c'était assez cocasse. Février, du coup, on fait les examens. Donc, lui fait son spermogramme. Ah oui, lui, t'as dit 2024, tu ouvres le champagne Nouvel An, vous étiez à l'hôpital. Ah quoi. oui. J'ai dit, parce qu'en fait, quand je dis c'est maintenant, parce que je ferai pas après. Donc là, je dis c'est maintenant, on y va. Et puis de toute façon, il était impatient. Parce que je lui ai dit aussi, pour être honnête avec toi, j'ai regardé un petit peu des témoignages. Ça peut être très long comme parcours. Donc déjà, toi, tu voulais un enfant avant 28 ans, c'est mort. Tu vois. Donc essayons de le faire vite, quoi. Et puis il y avait une partie de moi qui disait il faut y aller vite, comme ça, j'ai pas le temps d'y penser. J'ai pas le temps de me rendre compte de ce que je suis en train de faire, comme pour mon opération en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, c'est comme le pansement là, quand tu le fais Exactement. d'un coup. On y va. Tu Ouais. vois, l'opération, il m'a dit on peut faire l'année prochaine. Non, là, cette année. On m'opère maintenant pour m'enlever la lésion. Là, pareil, j'ai dit là, le bébé, c'est maintenant. On fait les examens, on fait tout là. On fait tout, la stimulation, tout ce qu'il faut faire, les opérations s'il y en a à faire et tout. Donc en février, on fait les examens. Lui, il est inquiet. Il se dit, mais il me dit, imagine, ça vient de moi. Je lui dis, je sens que ça vient pas de toi. Je sens que ça vient de moi. Et je m'étais dit, moi, de toute façon, quand on a attaqué ça, je me suis dit, si jamais c'est trop compliqué d'avoir des enfants parce que, je sais pas, j'ai une infertilité qui est vraiment, vraiment, vraiment galère à surmonter, je le quitte. Il fera un enfant avec quelqu'un d'autre, mais je vais pas lui imposer un parcours où il va espérer que peut-être il aura jamais d'enfant. Et donc, du coup, lui fait son spermogramme, ses analyses. Donc, il faut faire spermogramme, analyse d'hormones. Il faut regarder aussi s'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Nickel. Il a des nageurs de qualité qui se déplacent très bien, donc il est content. Je dis voilà, c'est le mana, tout va bien, t'inquiète pas. Viens à moi, donc je fais l'analyse des hormones, qui est pas mauvaise en soi. Mais c'était aussi super. Et je fais la fameuse hystérosalpingographie. J'adore ce nom pour un examen qui est pas du tout glamour en fait. Donc, t'as une ventouse qui permet de dépressuriser l'utérus. Et ensuite, on t'injecte de l'iode pour voir si tu as les trompes qui sont bouchées. Ouais, l'iode qui est utilisé comme un produit de contraste, en fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, l'imagerie pour qu'on voit bien si tout est... Oui, assez cocasse. Je me revois. C'est marrant. C'est marrant parce qu'après, on te dit, t'as une ventouse. Je te fais pas de dessin. Et on te dit, mets-toi sur le côté. Un peu compliqué. Mais du coup, donc examen qui est pas très agréable. Et il paraît que c'est très douloureux en plus. Oui, on dépressurise ton utérus, quoi. On te dit un petit coup, bon, là, je vais faire une dépressurisation. Vous sentez bien? Ah oui, je sens. Ok, je fais la deuxième. Ok, donc il y en a une deuxième. Et j'avoue que cet examen-là, j'avais peur. Je me suis dit, imagine, je me suis fait des films. C'est bouché, ça se débouche pas. Parce que des fois, avec cet examen-là, le fait d'injecter l'iode, ça débouche les trompes. Et en fait, non, pas bouché. Parfait. Ils me disent, là, vous avez tous vos examens, vous retournez à l'hôpital. Et puis, le médecin va vous dire quelle méthode sera la plus adaptée à vous.
Et donc, on discute avec le gynéco, il me dit que c'est super, donc il voit que j'ai des ovaires polykystiques, il me dit: «Ah, ça peut être ça aussi qui peut expliquer un petit peu l'infertilité», parce que du coup, avec tous les kystes qu'il y a autour, parfois, le follicule, il se libère pas vraiment. Il reste enfermé, puis après, il est réabsorbé par le corps. Ça peut être aussi l'endométriose, parce qu'en fait, quand tu as de l'endométriose, tu as un terrain inflammatoire, donc c'est pas propice à la vie, quoi. Donc déjà, bon, j'avoue, c'était le début, mais quand on me redit ça, je me dis, j'ai pas un terrain propice à la vie, quoi, super. Putain, ouais, c'est difficile à Ouais, entendre, c'est sûr. c'est dur. C'est dur parce que, bon, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, parce qu'on n'est pas né pour créer des bébés, on n'est pas des poules pondeuses non plus. Mais moi, je voyais pas faire ma vie sans avoir d'enfant. Et donc, qu'on me dise, t'as pas un terrain propice, ben, c'est un peu dur quand même. Mais concrètement, c'est ça, ça peut être ça. Donc, du coup, on me dit, il y a plusieurs méthodes de procréation médicalement assistée. Il y a l'insémination, donc on recueille le sperme du monsieur et après stimulation de madame, on lui injecte directement. Et moi, bah, ça a été directement la FIV. Donc la FIV, c'est comme ce qu'on regarde à la télé, c'est les bébés qu'on fait dans les éprouvettes. On prend l'ovocyte de maman, on prend le sperme de papa et on les fait se rencontrer. Et moi, comme c'était du sperme de bonne qualité, très mobile, et que j'avais, semble-t-il, j'avais une bonne réserve d'ovocytes, on m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire comme dans les films là, la FIV-X, je crois que ça s'appelle. ICSI, où on injecte, on force un peu l'entrée de l'ovocyte avec une seringue pour entrer le spermatozoïde. On va les mettre ensemble, ils vont se rencontrer tout seuls. Ok, super. Donc avant ça, bah, il va falloir stimuler pour que ton corps il produise plein d'ovocytes, plus ou moins à maturité, pour qu'on puisse faire un recueil. Après, un tri des ovocytes qui sont viables. Et ensuite, avec le sperme de papa, ben, on va les faire se rencontrer et puis on verra combien d'embryons à la fin. Voilà. Donc, c'est particulier, mais j'ai vu ça comme... j'ai commencé à écrire un petit livre pour mon fils qui s'appelle «L'Odyssée de Cameron». Donc, j'ai vu ça un peu comme notre aventure. J'adore l'idée, j'adore. Et le titre déjà, «L'Odyssée de Cameron», j'aime trop. C'était une odyssée riche en émotions qui nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les... Bon, en fait, quand t'aimes, t'as pas de limite, quoi. Et du coup, bon, ça part comme ça. Sur la résilience aussi, quelque part. Oui. Et j'avoue qu'avec mon copain, on avait connu des gros moments de galère déjà, ça nous avait rapprochés très vite. Bah, ma maladie, lui aussi, il a eu des gros problèmes de santé. Et là, encore un truc, mais sur ça, on était sûr qu'on allait tenir le coup ensemble parce qu'on avait déjà vécu ça. Mais c'est vrai que ça nous a appris des choses sur nous-mêmes aussi. Lui, bah, je lui ai dit, bah, t'as vu, tu peux être infirmier. C'est lui qui m'a fait toutes mes piqûres parce que c'était hors de question que je me pique. No way. Et donc, du coup, voilà. Je me dis, bah, c'est bon, on a notre plan. Ceci, il t'avait déjà fait les tests de grossesse dans un verre et tout, donc bon. Et puis après après mon opération pour mon endo, il m'avait fait, je crois, 20 jours d'anticoagulants à me piquer. Bon, donc c'est bon. Enfin, il n'est pas impressionné par ça. Moi, je ne lui ferai jamais de piqûre, tu vois. Ah ouais? Bon courage. Je ne me sens pas capable. J'ai trop peur de... Imagine, j'éternue, je casse l'aiguille. Il m'a dit non, ça n'arrivera pas. Non, mais imagine. Genre, imagine. Il m'arrive toujours des trucs. Qui pense à ça, à part toi? Moi, parce qu'il m'arrive toujours des trucs, tu te dis, c'est pas possible, tu as fait exprès. Mais ça tombe bien, parce que c'était lui qui devait te faire les piqûres. Tout à fait. Et donc, on a le plan en tête, on est content. Lui, j'avoue qu'au début, en fait, j'avais pas compris pourquoi il avait pas l'air bien. Et c'est qu'après, il m'a dit, bon, bah, ça me fait un peu mal de voir que tu vas devoir subir tout ça. Donc, moi, toujours dans mon esprit, je suis bête et disciplinée dans ce genre de moment. Je réfléchis pas à ce que je vive, je suis les instructions. Voilà. Et c'est vrai que, comme l'a dit Ségolène, t'as pas besoin de réfléchir. Il t'envoie des mails pour te dire ce que tu dois faire, à quelle heure te piquer, quel médicament prendre, à quelle fréquence et tout. Donc, on commence. Bah, c'est quand même une sacrée logistique. Ouais. Bah, du coup, je me suis acheté un pilulier. J'étais obligée, parce que je me rappelais plus. J'ai mis mon ovule, j'ai pas mis mon ovule, j'ai pris mes cachets, j'ai pas pris mes cachets. Du coup, je m'étais fait un pilulier. Donc, j'avoue que je me rappelle plus quand est-ce qu'on a commencé, mais de toute façon, on l'a fait qu'une fois, la stimulation. Mais c'était pas longtemps après. Donc, il y a eu les émeutes après. Moi, j'habite au Mont-d'Or. Et à un moment, le service a menacé de fermer. Émeutes et le laboratoire aussi, il y avait un souci. Donc là, je me suis dit, oh non, on vient juste de savoir ce qu'on peut faire. Et puis, c'est le début de l'Odyssée, on arrête l'Odyssée, c'est non. Non, c'est pas écrit dans le script en fait. Et en fait, non, c'est bon. Océane, c'est bon, c'est calé. Ok, donc ça commence pareil que le parcours classique, on te stimule avec des cachets. Donc il y a plusieurs
buts. Donc, il y a épaissir l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la paroi utérine qui s'épaissit pour accueillir l'embryon et qui se désagrège en règle quand il n'y a pas de grossesse. Donc, épaissir ça parce que du coup, ça va pas se faire naturellement, c'est artificiel. Donc, on stimule l'endomètre, on stimule les ovaires pour produire des ovocytes. Et donc, en fait, souvent, il faut faire ce qu'on appelle des je sais même plus si c'est monitoring ou monitorage. Ça doit être monitoring, où tu fais le matin une prise de sang. Et ensuite, tu dois aller faire une écho pour vérifier du coup l'état des ovaires et de voir si les ovocytes y grossissent. J'avais peur de ne pas réagir aux hormones. Et au final, déjà, on a appris que j'avais beaucoup d'ovocytes. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont tous viables, mais j'en avais 44, les 2 ovaires réunis. Pas les 44 qui étaient gros, mais il y avait une bonne réserve, quoi. Donc, du coup, ça grossit tranquillement. On voit avec les prises de sang que je réagis bien. Et on voit aussi aux échos que ça avance. Donc, très vite, on me propose une... Donc, en fait, pardon, je vais juste faire un aparté. Ça peut être contraignant, ce genre de parcours, dans ton travail. Heureusement, moi, j'ai une manager qui est au top, très compréhensive. Mais quand on te dit, tu viens à l'hôpital à 9h ou tu fais ta prise de sang à telle heure, tu peux pas dire, attends, là, je vais mon travail, je sors après. C'est à l'heure où on te dit. Donc, je devais m'absenter du taf pour aller à l'hôpital faire mes examens et tout. Et elle a été très conciliante sur ça. Donc, elle m'a aidé à faire mon bébé. Elle le sait pas, mais elle m'a aidé à faire mon bébé, en fait. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut faire un point. Oui. Merci à tous les managers et à tous les patrons qui sont OK pour que les femmes elles aillent à leurs examens quand elles ont besoin d'y aller, sans que ce soit un casse-tête d'horaires et de machin, Oui. parce qu'il Oui. n'y a pas le choix, en fait. Oui, et je me sentais un peu... Tu sais, déjà, étant... Bon, c'est un gros aparté. Étant malade d'endométriose, ils ont déjà fait beaucoup au niveau RH pour moi, pour que je puisse, par exemple, prendre une journée en télétravail quand j'ai vraiment une crise, mais que je peux travailler. Ils sont très compréhensifs aussi quand je viens pas travailler et tout. Donc là, je me disais, punaise, je viens déjà pas travailler des fois parce que j'ai tellement mal. Et là, je dois m'absenter du taf. Je me sentais mal, quoi. Mais bon, elle a été super cool sur ça. Mes collègues aussi, j'ai pas eu de problème au Ceci travail. dit, en fait, je pense qu'il n'y a pas plus efficace qu'une femme qui a un bébé à faire ou qui a un bébé à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, le temps est tellement précieux et tellement compté que je pense que, tu vois, une femme qui a des enfants, son taf, il va être fait parce qu'elle sait qu'elle n'a pas envie de le faire le soir à la maison une fois qu'elle a couché les petits, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a aussi un truc où t'équilibres. Ok, à 9h, t'as la prise de sang. Par contre, t'es arrivé plus tôt et tu sais que le taf sur la journée, il est fait, quoi. Oui, c'est sûr, mais je me sentais... je me dis, c'est pas juste par rapport aux autres qui peuvent pas s'absenter, quoi, pour des raisons qui peuvent être aussi importantes. Et donc, ça se passait bien. On me propose une date, du coup, pour faire la ponction d'ovocytes. Donc ça, c'est sous anesthésie générale. Et ça se passe très bien. Donc, je me réveille. La gynéco vient me voir. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Et elle me dit, si je dis pas de bêtises, ils avaient réussi à en prendre une 20aine. Donc c'est super parce qu'on s'attendait plutôt à une dizaine. Et elle me dit, et puis dans les prochains jours, on va vous appeler pour savoir combien sont viables et les embryons, comment oui, ils mais ça, en évoluent. fait, si déjà tu pars avec 20, sachant que T'as c'est plus sûr de que ça chance va se normalement. réduire, tu pars déjà haut, donc... Oui. Normalement, mais moi, j'étais refaite. Donc le jour où toi, tu fais ta ponction... Ouais, puis quand tu travailles d'une anesthésie, t'es un peu... Ouais, aussi. Mais en fait, en plus, je faisais trop la meuf. Mais je sais pas pourquoi je fais ça, c'est ridicule. Mais tu viens de te faire opérer, mais j'essaie de me composer. Mais on s'en fout, en fait. Genre, je dormais et elle arrive, je fais genre que je suis réveillée depuis longtemps. Oui, tout à fait. Quand elle part, je dis à Julien, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris. Je suis dans le coltard, je peux fermer les yeux? Ok. Et du coup, pendant que toi, tu fais ta ponction, il y a le recueil de sperme qui s'est bien passé aussi, qui doit pas être un moment rigolo aussi pour le mec, parce que bon, je me dis... C'est spécial quand même, t'es dans une salle tout seul. Mais c'est son histoire, il viendra peut-être un jour nous la raconter. On verra. Et du coup, donc plus les jours passent, plus il m'appelle. Et au final, donc il y a 7 embryons qui sont bons. Donc nous, il y a plusieurs façons de réimplanter l'embryon. Ça se fait aussi de les réimplanter à J+3. Donc ça fait 3 jours qu'ils sont développés. Moi, j'ai décidé à J+5 parce que c'était plus sûr. À 5 jours, il y a quand même moins de chances qu'après l'embryon, tu découvres qu'en fait, il ne se développe plus. Il y a moins de chances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance qu'il ne le fasse pas. Le problème, c'est que j'avais tellement bien réagi au traitement. De toute façon, je sentais, le jour de la ponction, elle l'a bien dit, Sego, c'est comme si tu étais une poule et tu sens tu as plein d'œufs.
Il faut les enlever, en fait. Moi, j'ai dit, là, il faut vraiment que vous me vidiez parce que mon ventre va exploser. Et, et du coup, j'avais trop bien réagi au traitement. Elle m'a dit, là, il vaut mieux qu'on les congèle. On ne peut pas te les remettre à 5 jours après parce qu'il faut laisser ton corps redescendre et on te les remettra à ton prochain cycle dans 1 mois. Donc là, déjà, tu te dis, je dois attendre 1 mois, là, en fait. J'attends depuis 2019. Là. Ouais. 1 mois encore. Je me dis, attends, moi, dans 5 jours, j'étais dans ma tête, j'étais enceinte, en fait. Elle me dit non, 1 mois, parce que là, tu risques embolie pulmonaire, phlébite, c'est pas top, quoi. Je fais, oui, ouais, ok, on va attendre. Donc, j'attends avec impatience mes règles. Quand t'as tes règles, t'envoies un message au service qui te propose une date pour, du coup, le transfert d'embryon congelé. Et effectivement, quand t'arrives, c'est un peu marrant parce que ça fait très solennel, un peu. Il décline ton identité, il vérifie l'identité de monsieur et de madame. Chacun signe un accord. Monsieur est d'accord de donner ses gamètes, toi, tu es d'accord de donner tes ovocytes pour recevoir l'embryon. Et tu t'assois, tu as la vessie pleine pour pouvoir voir le transfert. Donc, il te montre, hein. Alors, tu vois, là, c'est ton utérus, je vais te poser, je le dépose. Toi, tu fais genre, tu vois, mais tu vois rien du tout. Je fais, ah oui, oui, parfait. Ok. Ah, c'est là le cul-de-sac de Douglas. On y revient. D'accord, oui, ce fameux Douglas. Et du coup, ça se passe bien. Donc, moi, je pose des questions un peu débilos, mais je dis, là, est-ce que je dois rester en mode poirier? Elle me dit, non, mais ça, en fait, tu fais ta vie, tu retournes au travail, ou je sais pas, ah, d'accord, non, mais j'ai pris ma journée au cas où qu'il fallait que je reste en poirier. Et après, il faut attendre. Mais même, je pense, impossible de se concentrer. Non, je pouvais pas. J'ai dit à mon copain, j'ai dit, je sais pas si toi, tu vas pouvoir retourner au travail. Il m'a dit non, moi non plus. Je fais, moi, je peux pas parce qu'en fait, je vais trop être en mode. Vous savez pas, mais là, j'ai fait un transfert en fait. Vous savez pas, mais là, il y a un peut-être bébé. qu'il y a un truc Il y a qui un se passe embryon, dans en tout mon cas. corps. Ouais. Ah ouais, non. Et du coup, on s'est reposé tranquille et tout. Et donc, après, tu dois attendre une dizaine de jours pour pouvoir faire la fameuse prise de sang, donc à J+10, et puis après 48 heures après pour voir si ça a doublé. Et en fait, dans ce parcours, nos 2 familles respectives, elles étaient au courant, elles suivaient toutes les étapes avec moi. Mais du coup, arrivé à ce moment fatidique, j'ai regretté de leur avoir dit dans le sens où Ils t'envoyaient des messages. en fait, j'étais carrément chez ma belle-sœur, quoi, quand j'attendais les résultats de ma prise de sang. Mais j'étais stressée parce que je me disais, putain, imagine, je reçois les résultats et. Enfin, je me disais. T'avais pas envie de porter. En fait, toi, t'aurais eu déjà ta déception, t'avais pas envie de porter le poids de leur déception, Ouais, peut-être. ils auraient pas été déçus de moi, mais ils auraient été bien déçus qu'ils sûr. soient pas là. Et en fait, Oui, je et on voulais peut pas les comprendre. C'est pas. Ouais. Ils ont. Oui, ils Comme ont tu attendu disais, ce toi, bébé. comme tu disais plutôt, toi, t'as ce côté où, quand t'as eu ta grossesse arrêtée, bon, il y en a qui disent fausse couche, grossesse arrêtée. T'avais ce côté un peu, t'avais honte, entre guillemets, que ça t'arrive, et peut-être que tu te serais dit, encore une fois, bon, ben là, on fait Oui. la FIV, et en plus, ça prend pas, faut encore encaisser, quoi. Oui, surtout que tout le monde était super positif autour de moi. Ma belle-sœur était là. Mais elle m'a porté la chance, quoi. Elle était là. Non, mais moi, je sais qu'il est là. Il est accroché, là. Et moi, je voulais y croire sans y croire. Et c'est pendant ce parcours que je me suis rendu compte que je pensais avoir fait le deuil de ma fausse couche. Mais en fait, je portais toujours le deuil en moi parce que, on verra, mais la grossesse, c'était un peu sous le même angle. Et donc, positif. Hop là, test positif, super, 48 heures après. Mais du coup, moi, je me réjouis sans me réjouir. Je suis là, Oui. ouais, est-ce qu'il va tenir maintenant? Et mon mec, il dit, mais attends, mais prends. Il me dit, moi, ce que je fais, c'est que je prends chaque étape qu'on a réussi, c'est une victoire. Il dit, là, maintenant, on est comme les gens lambda, on est enceinte. Ça marche ou ça marche pas, mais comme tout le monde, en fait. Mais il a On n'est raison. plus dans la file. C'est dur à. Il a raison. beaucoup plus dur à accepter qu'à le dire, mais il a tellement Ah oui, raison. il a raison. C'est une odyssée, tu l'as dit. Tout à Donc fait. là, c'était déjà encore. Ouais. Mais là, il m'a dit, mais là, pour moi, une étape. on n'est plus en train de faire une FIV, on est comme tout le monde, quoi. Et oui, mais c'est je vrai. dis, ouais, t'as raison, vu comme ça et tout. Et l'histoire montrera que mon petit s'est accroché. Mais dans le même mois, moi, je dis, tiens, je voudrais lui préparer déjà ça. Et je me projette, du coup. Je me dis, bon, allez, il s'est accroché, il a raison. Vaut mieux que je la vive, cette grossesse, parce que, qu'elle aille jusqu'au bout ou non, c'est quand même merveilleux, quoi. Et donc, je dis à mon copain, je dis, écoute, je vais faire un test de grossesse urinaire, comme ça, je vais lui préparer pour lui mettre dans une boîte et tout, ça va être mignon, quoi. Enfin, bon, maintenant, quand j'y pense, c'est un peu du pipi, mais c'est pas grave. Et donc, je fais pipi sur le test. Si ça peut te rassurer, moi, j'ai gardé tous mes tests. Voilà. Moi aussi. Et du coup, je fais pipi dessus. Enfin, sauf celui-là, parce que je fais pipi dessus. Donc, il y avait 2 barres, sans surprise. Mais j'avoue quand même que quand j'attendais qu'elle monte, j'avais peur. Bizarre, mais bon, enfin bref. Et le lendemain matin, je vais pas au travail parce que quand je me réveille, il y a du sang partout. Et là, je rigole parce que je me revois
en 2022 faire pipi et le lendemain il y a du sang et je me dis non. En fait, c'est quand je pisse sur un test quoi. Que j'ai la poisse, j'aurais pas dû faire ça. Donc j'appelle mon chéri parce que je me voyais pas conduire jusqu'à l'hôpital et on y va. Donc l'attente interminable. En plus, tu attends, tu es au service gynéco pédiatrie. Donc en fait, Ouais. t'attends, il y a des bébés avec toi, c'est horrible. Et du coup, là, il se passe un truc dans ma tête. Je me dis, encore une fois, je me dis fuck it. C'est pas bien, ne faites pas ça. Je sors, je fume une clope. Je dis, c'est bon, allez, c'est fini, game over, quoi. Donc on attend longtemps. Et en fait, ma raison me dit, mais si t'attends longtemps, c'est que c'est pas grave parce qu'ils t'ont fait faire des examens avant de la consultation. S'ils te font attendre, c'est que c'est pas grave. Ton bébé, il est toujours là. Il est toujours là, ton bébé. Donc j'attends très longtemps. Hein. Je crois que je suis allée à 9h, je suis passée à 15h30. Et bon, il est toujours là. Donc l'urgentiste me fait l'écho. Et moi, je regarde pas. Il me dit, bah voilà, on est contente là. J'ai dit, on est contente de quoi? Bah regardez, j'ai dit, je regarde quoi? Il me dit, bah il est là. Et là, c'était la première fois du coup que je le voyais à l'écho. Ah, bah oui, parce que c'était avant la datation Ah, même. oui. Ouais. Et du coup, bah, bon, tu vois pas grand-chose, mais je dis, ah ouais. Et là, bon, il me ramène un peu sur terre. Il dit, bon, après, il faudra voir la semaine prochaine s'il y a un cœur, quoi. Je fais, ah ouais, d'accord, ok. Parce que c'était la semaine d'après, ma datation. Ok. Donc, bon, bah voilà, c'est bon, je me détends. Je me dis, c'est bon, il est toujours accroché, super. Mais t'as pas d'explication sur le saignement. Alors, on me dit, ça arrive. En fait, tout arrive dans la vie. Ce serait bien juste qu'on ait des explications. Parce que, genre là, j'ai beaucoup saigné, quoi. Je lui dis, j'ai énormément saigné. J'avais des contractions. Il me dit, bah, ça arrive. Ok. Mais là, ça va, il est là, on s'inquiète pas, quoi. D'accord. Et en fait, malheureusement pour mon petit, à partir de là, ça a marqué un tournant dans comment j'allais vivre ma grossesse. J'étais partie détendue et bah, tout le monde me dit de me détendre, mais tu peux pas contrôler en fait. Moi, je suis déjà de nature anxieuse. C'est d'ailleurs pour ça que je disais à mon conjoint, je veux des enfants, mais je suis pas pressée parce que je suis très anxieuse. Alors, quand j'aurai un enfant, mon Dieu, je vais mourir d'anxiété. Pourquoi il pleure, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc, du coup, bah, toute ma grossesse, j'essayais de relativiser, mais c'était difficile pour moi de créer un lien concret avec mon bébé. Je parlais pas à mon ventre. Je touchais pas mon ventre. Ma belle-sœur, elle est partie en Australie. Elle m'a dit, je te ramène des pantalons de grossesse. Je dis non, je veux pas. Je voulais pas qu'on m'achète des vêtements de grossesse. Je voulais pas qu'on achète des vêtements pour le bébé. Je voulais pas. Je m'occupais juste qu'ils survivent. Donc, j'allais à mes rendez-vous. Je faisais tout bien. J'allais à mon rendez-vous. Une étape de franchise. Mon cerveau, il s'était mis en mode étape. Là, ok, je vais au rendez-vous, il y a un cœur, il bat, super. Je vais au rendez-vous de la malformation, ok, il a tous ses organes, tout va bien. On n'arrive pas à faire la clarté nucale, parce qu'il bouge déjà beaucoup. Donc, c'est pas possible de le prendre. Donc, du coup, je fais la prise de sang, le DBNI. Donc, en attendant les résultats, bon, bah, l'angoisse, quoi. Je me dis, putain, j'espère que ça va être bon. Donc, c'est bon. Mais en fait, voilà, toute ma grossesse, ça a été ça. Étape, étape, étape. Quand il donnait des coups, j'étais contente. Mais après, je me disais, peut-être il donne trop de coups, là, non? Quand il donnait pas de coups, je me disais, pourquoi il donne pas de coups? Enfin, c'était vraiment une grossesse particulière. J'ai pas travaillé, du coup, pendant toute ma grossesse parce que j'arrivais pas à m'alimenter. Je vomissais tout le temps, tout ça, machin. Et quand j'ai repris le travail, parce que ça allait beaucoup mieux, et que moi, je commençais à me détendre, ça, je me suis dit, c'est bon, on est au 6e mois, tout va bien, il est toujours là, et tout. Je fais mon examen, cassure dans la courbe de croissance. On me dit, bon, là, il va falloir surveiller. Donc, en fait, tu retournes chez toi. Tu travailles plus. Donc, je suis. Hein, et du coup, malheureusement, bah, j'y peux rien, mais je me remets dans le mood étape. Donc, 2 monitoring par semaine avec la sage-femme et 1 à l'hôpital. Ça se passe bien. On me dit, oh, le bébé, il est top, son cœur, il bat bien, il est très actif et tout. Et puis, vers la fin de la grossesse, donc du coup, je me suis dit, c'est pas enfin, je veux dire, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'étais pas déprimée pendant ma grossesse. J'étais juste anxieuse parce que je voulais qu'il aille bien, mais je veux dire, de pas manger ou de me nourrir que de coca ou de Fanta, ça, je m'en fichais. De devoir faire les examens, je m'en fichais. Peut-être c'était du déni, mais je me suis dit, en fait, la conception de mon bébé et ma grossesse, on m'a dit quoi faire. Alors là, pour mon accouchement, j'ai envie d'être actrice, quoi. Donc, je me préparais à faire un accouchement physiologique. On m'a dit, c'est ton premier? Tu verras, tu demanderas à être médicalisée. J'ai dit, oui, j'aimerais bien quand même essayer le physio. Mes espoirs de physio s'envolent avec cette annonce. On me dit, bon, bah là, vu comment le bébé, il est, il y a de fortes chances qu'on fasse un déclenchement, quoi. Donc, déclenchement, c'est pas physiologique et tout. Par rapport à comme il prenait pas assez de poids dans C'est ton ça. ventre. En fait, il prenait plus de poids. Et pour la petite anecdote, il y avait un gynéco à l'hôpital qui me faisait rire parce qu'il a un accent
Et en fait, il fait l'écho, il est pas inquiet, il me dit: «Non, il y a le liquide amniotique, il est bon, heu, enfin tout va bien». Et moi je dis: «Mais le bébé va bien?» parce qu'il parlait d'autre chose sauf du bébé et il me dit: «Oui, il va bien, il est maigre, il est juste maigre». Je fais: Il est «Ah, juste maigre. il est juste maigre. OK, il est maigre, mais il va bien? Oui, il est maigre. OK, d'accord». Donc on me dit: «Bah là, ça va être un déclenchement. On va essayer de le garder au chaud jusqu'à 37 semaines». Mais il y a eu des moments effectivement où on m'a dit: «Peut-être, il va naître avant» et je me disais: «Ah non». Du coup, là, j'ai commencé à parler à mon ventre. Je lui dis: «Non, là, tu restes un peu, hein. 37 semaines, c'est bien. 37 semaines, tu fini normalement». Et donc j'ai réussi à mener la grossesse jusqu'à 37 semaines et ensuite là, un autre chapitre de l'odyssée, ça a été, le déclenchement. Le déclenchement, donc il y a plusieurs façons de faire le déclenchement et pour ma part, ça a été avec les 3 méthodes. Donc la première, c'est on te pose un ballonnet. Mhm. Donc qui est destiné en fait à ouvrir ton col mécaniquement, à le faire mûrir mécaniquement. Donc on te le pose, il y a une partie qui est à l'intérieur de l'utérus et une partie qui est à l'extérieur du col et on les gonfle pour, travailler le col. Donc ça pendant une journée, un peu très agréable comme sensation, mais j'étais motivée. Enfin là, je sais pas, les 3 jours là, j'étais dans une nouvelle énergie. J'étais de bonne humeur, j'étais plein de positivité. Je marchais, je disais à Julien: «On va marcher, tu vas voir. On va faire sortir notre bébé». J'avais hâte de le voir en fait, j'avais hâte de le faire grossir dehors parce qu'il grossissait plus dedans, fallait qu'il sorte quoi. Donc 1er jour, bon, ça ramollit mon col, mais on me dit: C'est normal aussi, hein». Enfin, j'étais un peu découragée, j'avais une copine, elle avait fait, elle a dit: «Ah direct, ça a marché». Avec OK. Le deuxième jour, c'est des cachets qu'on te donne à, je crois, 2 heures ou 8 heures d'intervalle? 2 heures d'intervalle, je crois. C'est fou, je me rappelle plus. On te donne des cachets, en fait, qui sont destinés à encourager ton corps à produire les hormones pour, enclencher le travail. Ouais. Donc on me prévient, ça va pas être à la première prise que ça va marcher. Je dis: «C'est pas grave, je vais prendre les cachets, je vais aller marcher et tout». Enfin, vraiment, c'était ma meilleure vie, quoi. Je commence à sentir les premières contractions qui sont pas folichonnes, voilà. Mais je me dis: «Ah, on avance». Donc le soir, après les cachets, on me fait le contrôle, du col et heu et du coup, dilaté à 2. Je me dis enfin moi, je me dis: «Oh, c'est pas mal pour une première fois, ouais, ouais, bon, OK, d'accord». Du coup, le deuxième jour, on me dit: «Ce qu'on va faire, c'est que, de toute façon, votre bébé, il va naître demain, hein, que le travail, il ait commencé ou pas, quoi, hein. Mais là, on va vous poser, la péridurale». Donc faut savoir que, c'est très commun, mais moi, genre, peur bleue de la péridurale. Ma sage-femme, elle m'a préparée à tous les scénarios quand même, mais je lui disais: «Franchement, moi, si je la réclame pas à tort et à cri, j'aimerais bien ne pas la mettre parce qu'en fait, je suis terrorisée à l'idée qu'on me perce le dos, quoi. J'aime déjà pas qu'on me touche avec le doigt la colonne. Alors là, je me suis dit: «On va me mettre une aiguille, je vais mourir, en fait». Et c'est là où, tu te rends compte que rien n'est insurmontable, en fait, quand tu es dans ces moments-là. Donc je veux pas faire peur aux gens quand je raconte, mon accouchement parce qu'en fait, quand j'y repense, j'y repense avec beaucoup de tendresse, quoi. C'était particulier, mais en fait, rien n'est impossible, quoi, quand tu veux voir ton bébé. C'est fou, quoi. Du coup, on me dit: «On va vous poser la péri». Juste le cathéter, comme ça, si jamais ça se passe pas bien et qu'on doit aller en césarienne, au moins c'est déjà posé, ça vous enlève ce stress. OK, enfin là j'ai le stress qu'on me pose des trucs, quoi. Donc on me le pose et je dis, «J'ai un peu mal au dos», genre: «Oui, c'est les contractions». «Non, genre j'ai mal là où on m'a posé le», mais moi j'aime pas trop déranger. Donc je dis, mais sans trop dire: «J'ai mal quand même». «Ouais, mettez un truc chaud sur le truc». «Ah d'accord». Donc je mets un truc chaud sur le truc, mais ça me faisait mal, comme un lumbago, quoi. Tellement mal que du coup, les contractions, je les sentais pas plus que ça, quoi. Ça passe comme ça et du coup, le fameux 3e jour, on me dit: «Là, on va te brancher à la perf, d'ocytocine de synthèse». Donc l'ocytocine, c'est l'hormone qui permet, c'est l'hormone du bonheur, hein, qui permet aussi d'enclencher le travail, les contractions et tout ça. Et du coup, on me dit: «Comme on va te brancher à l'ocytocine de synthèse, vu que c'est de synthèse, les contractions vont être plus fortes que des contractions classiques, donc on va déjà te mettre le produit de péri aussi». Et bon, comme, c'était mon premier, j'osais pas trop dire des choses et puis, j'avais surtout peur pour lui. Moi, je voulais pas, en fait, qu'on me mette le produit. Je voulais juste être sur l'ocytocine puis qu'il continue à travailler. Donc le problème, c'est que quand on te pose la péri, tu restes allongée. Et du coup, je suis restée allongée, jusqu'à 23h45 et je sentais tout. Et comme, encore une fois, de ma faute, mais ça, c'est dans le système médical, de toute manière, on peut pas tout prévoir, hein. Il y a toujours une inconnue, hein, donc c'est pareil, hein, c'est pas disclaimer, ça va pas se passer pour tout le monde comme ça. Hem,
Je sentais tout, mais je parlais pas trop parce qu'en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre de qu'est-ce que ça doit faire la péridurale, quoi. Donc on me dit: «Mais vous sentez madame?» Alors je dis: «Ben ouais, mais on m'a dit qu'il fallait que je sente un truc». «Oui, il faut sentir une pression». Alors je fais: «Bah ouais, au final, ça fait une pression». Mais en fait, c'était les contractions. Je sentais tout, en fait. On m'a fait le test du glaçon, je faisais pipi par moi-même et à un moment, il y a une Mm. sage-femme qui dit: «Non mais là, bah non, là vous avez fait pipi combien de fois?» Je fais: «Ah bah, je sais pas, peut-être 5-6 fois». Elle fait: «Non mais c'est pas normal». Du coup, elle appelle, l'équipe d'anesthésistes et bon, bah ça peut arriver, enfin, ça arrive, mais c'est pas grave. Donc, on me repose la péridurale. Et là, quand on me met le produit, je fais ah, c'est ça la péridurale en fait. En My fait, elle était God. mal posée depuis le début. Exactement. Et du coup, moi, j'appuyais toutes les 17 minutes parce qu'on dit qu'il faut appuyer pour les bolus. Parce qu'elle coule en continu, mais tu appuies en plus. Et je disais, bah, moi, j'ai pas envie d'appuyer en plus si j'en ai pas besoin. On me dit, mais tu sais, il faut mieux appuyer maintenant, que t'en as pas besoin. Comme ça, ton corps, déjà, il a décédé qu'après. Bon, d'accord. Et j'appuie, mais en fait, je dis, mais en fait, je sens tout. Mais peut-être c'est normal, ou peut-être j'appuie pas assez. Donc, tellement fort qu'on m'a injecté en plus le produit pour faire la césarienne, moi, pendant la journée, là. Et je disais, mais je sens tout encore. En bref. Donc, quand là, on me pose bien la péri, je suis, c'est ça. Je suis même anesthésiée jusqu'au cou, là. Je suis bien, j'ai chaud, je suis trop bien. Et là, le cœur du bébé, Oh non. le pauvre. 3 jours où il se fait. Il est maigre. Il se fait comprimer pendant 3 jours. Moi, je suis angoissée vers la fin parce qu'en fait, j'arrêtais pas de dire, mais je pouvais pas m'empêcher. Je disais, il va mourir. Et mon mec, il me disait, il va mourir, il faut faire quelque chose, il faut le sortir. Et là, moi qui avais peur de la péri, peur de la césa, parce que je me disais, on va m'ouvrir, je serai éveillée, je m'en foutais, quoi. J'ai dit, là, il faut le sortir. S'il faut m'ouvrir, il faut m'ouvrir. Là, et du coup, on me dit, ouais, on va attendre un petit peu pour voir et tout. Moi, je dis, mais j'étais prête dans ma tête. Allez, ouvrez-moi. Et en fait, en partant au bloc, parce que je suis partie en césarienne Côte d'Orange, je pensais que c'était l'adrénaline, mais genre les gens ils me parlaient, mais j'étais plus là. Je souriais bêtement, on me parlait, on se présentait. Alors là, on va vous faire 6 j'entends rien de ce que vous dites. Je suis plus là. Et à un moment, j'entends vraiment plus rien. Je sens qu'on me secoue et tout. Et on fait venir mon chéri. Et je sens que j'arrive plus à respirer. Je me dis, bon. Mais encore une fois, Océane, on sait pas pourquoi elle fait ça, mais je me compose parce qu'il est là. Je me dis, faut pas l'inquiéter. Débile. Enfin bon, bref, du coup, je ne dis rien. Enfin, je dis un petit peu, il me dit après coup, si, mais je t'ai entendu dire que t'arrivais pas à déglutir à l'anesthésiste et tout. Mais je reste calme, tu vois, je suis juste, j'arrive pas trop à déglutir. Il me dit, non, tout va bien, vous concentrez super. D'accord. Je suis là à côté, je suis ok. J'arrive pas à respirer, mais si vous dites que j'y arrive, Voilà, c'est du bon coup, je suis pour là, moi. peut-être, alors toujours, je me revois en plus, j'ai pas envie de déranger, je suis là, peut-être parce que j'ai la tête trop en arrière, j'ai l'impression d'avoir la tête trop. Non, va peut-être aller dire, ah d'accord, ok. Donc du coup, je reste comme ça. J'entends du coup mon conjoint qui sanglote, donc là, je me dis, il y a un problème. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, il est là, tu l'entends pas? Et je fais, comment ça, il est là? Bah, il est né là. Je fais, mais il pleure pas, pourquoi il pleure pas? Mais il pleure, mais je l'entends pas, j'entendais rien en fait. Et du coup, bah là, trou noir en fait, apparemment, on me l'a mis à côté de moi, je m'en souviens pas. Et je me souviens juste que je vois mon conjoint partir et que quand il part, je fais et là je regarde l'anesthésiste et j'ouvre grand la bouche et je dis regardez, je peux pas respirer. Et là il me dit ah ouais, vous avez un œdème dans la gorge et dans les narines. Je fais oui, non mais faites quelque chose, il faut pas que je meure le jour où mon fils il naît. Il y avait une partie de moi qui avait peur de mourir le jour de sa naissance, mais bon, t'es à l'hôpital, tu vas pas mourir. Ils sont équipés. Donc l'adrénaline, tout ça, machin. Un peu embêtant parce que du coup on peut pas trop me manipuler puisqu'on est en train de me recoudre, il faut régler ça au bloc. Donc il est né, il était minuit 11. Et on me l'a emmené après apparemment en salle de réveil, mais pareil, je m'en souviens pas. Il y a une photo où je le porte et je dis, et je me souviens même pas que tu me l'as emmené vers 2h du matin. Et donc moi, je me souviens avoir vu mon fils à 8h. 8h après sa naissance. Et donc, eux, ils ont été un petit peu les petites coqueluches du service maternité. Le papa tout seul avec son petit bébé, tout maigre en plus. Et voilà, ils ont passé Le bébé maigre. le bébé Mais il maigre. pesait combien alors ce bébé? Quand même, il pesait 2,2 kg. Oui, c'est maigre. Pour 37 semaines. Mais c'est quand même 2,2 kg. Il faisait quand même 2,2 kg. Hein, c'est déjà ça de prix. Et du coup, à 8h, on me l'emmène. Donc moi, j'étais en service réanimation. Donc à 8h, on me l'emmène parce que en fait, mon chéri, il n'arrêtait pas de dire, en fait, ma chérie, elle aimerait bien essayer d'allaiter. Enfin, je m'étais dit quand j'étais enceinte, je me mets pas la pression, mais bon, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, quoi, je vais essayer. Et donc, il n'arrêtait pas de dire aux sages-femmes, elle aimerait bien allaiter quand même. Ouais, mais donnez-lui un biberon, il a faim et tout. Ouais, d'accord, mais elle aimerait bien allaiter quand même et tout. Donc, ils ont fini par me l'emmener. Apparemment, ils ont fait des pieds et des mains parce que, je sais pas pourquoi, mais bon, ils ont emmené mon bébé. Et quand on me l'a emmené, je pense que ça fait ça pour tout le monde, mais j'étais un peu gênée en mode bonjour, je suis ta mère.
Alors, Enchantée. coucou. Alors, le premier gars qui t'a porté, là, avec qui t'as fait du pot à pot pendant longtemps, c'est ton père. Je suis ta mère. Donc, en fait, quand on me l'a donné, j'étais super gênée de tenir ce petit être tout petit, là. Et la chance qu'on a eue, c'est que la mise au sein, elle a super bien marché. Je pense avec le stress, mon corps, il a produit énormément de colostrum. Je faisais ça en G, quoi. Et du coup, l'allaitement aussi s'est bien passé. Donc, pareil, je disais, je vais allaiter 1 mois. Et puis après, peut-être 2 mois. Et puis au final, j'allaite toujours. Donc voilà. Voilà l'Odyssée de Cameron. L'Odyssée de Cameron. Mais moi, je sais, du coup, mais là, les auditeurs ne le savent pas. Pourquoi t'arrivais plus à respirer? Parce que t'as fait une allergie, tu vois, tu nous J'ai l'as fait une t'as pas allergie, expliqué. mais tu sais quoi? Pendant la crise, parce que je me souviens que j'étais comme ça en train de pas respirer, et j'entends, il faut qu'on lui fasse une prise de bam, je passe ma main comme ça, allez, faites. Et mystère et boule de gomme. Parce que la piste première, c'était quand j'étais en salle de travail, je les voyais s'équiper et je disais, c'est des gants sans latex? Pourquoi? Parce que je suis allergique au latex. Ah non! Du coup, ils seraient équipés, tout ça, machin. Et la piste qui était creusée, c'était que pour faire la césar, on te pose une sonde urinaire. En fait, les sondes, la plupart, classiques, elles sont en latex. Et moi, elle était en latex, la mienne. Mais figure-toi que dans les prises de sang, j'ai pas eu de réaction au marqueur de latex. Donc en fait, on sait pas. Mais j'ai fait une réaction, j'ai fait un choc anaphylactique en fait sur la table. Donc on sait pas pourquoi. La théorie la plus mise en avant, c'est que avec le stress, tout ça, mon corps a stressé aussi et s'est retourné contre lui. D'accord. Truc de fou. Donc je me suis dit, en fait, moi, je veux me tuer. D'accord, super. Donc voilà, c'est la théorie qui est restée. Voilà. Après Cameron, on a eu d'autres aventures, mais ça, c'est plus le sujet. Mais Cameron arrive et il t'aide comme un champion. Trop bien. Il t'aide comme un champion. Ton corps a dit, alors, ne pas faire de choc anaphylactique pour un accouchement, ça, non. Par contre, faire des jets de colostrum, ça, c'est oui. C'est Ça, let's c'est go. important. Ouais, on n'oublie pas que le bébé est maigre, donc il faut qu'il grossisse. C'est vrai. Donc oui, après, ça s'est super bien passé à la maternité. On est resté 5 jours. C'est le protocole quand tu fais une césarienne, Oui. de toute façon. Et dans les 5 jours, lui, il a pas trop perdu de son poids de naissance. Je crois qu'on est sorti, il faisait 2 kg 100, donc ça va. Bon, après, c'est suivi, mais non, franchement, la fin s'est bien passée. Et du coup, c'est une expérience... C'est pas rigolo, mais je veux dire, quand j'y repense, je me dis, ouais, c'était vraiment une odyssée, quoi. Mais bon, maintenant, il est là et franchement... Avant, quand on me disait, l'important, c'est que le bébé aille bien, il y avait une part de moi qui se disait, c'est vrai, une autre qui disait, c'est un peu dégueulasse pour moi, genre, peu importe ce qui t'arrive, du moment que le bébé va bien. Et en fait, non, si, c'est vrai. Tu te dis après, le bébé, il va bien, c'est le principal. Et moi, je vais bien aussi. J'ai pas de séquelles. Voilà, quoi. Ouais, c'était quand même une odyssée. C'était une odyssée. Mais là, maintenant, vous êtes 3. Tout à fait. Et donc, je regarde jusqu'à quand tu nous racontes. Oui, alors j'ai arrêté de respirer et puis tu parles à autre chose. Alors, ah oui, c'est vrai que quand même, cette fois-là où j'ai failli mourir quand j'ai arrêté de respirer, c'est Océane. Hein, non, mais parce que je me suis dit, mon cerveau, il s'est dit, Océane, tu peux pas mourir parce que tu n'arrives pas à respirer. En plus, tu es à l'hôpital. Tout va bien. Donc, en fait, je regardais l'anesthésiste. Ouais, donc ça t'a pas stressé plus, quoi. En fait, c'était un peu angoissant parce que je me disais, putain, oui, oui, c'est effectivement un petit peu angoissant d'arrêter de respirer, tu vois. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que si je devais arrêter de respirer, je serais un petit peu angoissée, tu vois. oui, si, quand même. Mais parce que je me disais aussi, surtout, je me disais, ah non, je vais pas mourir le jour de l'anniversaire de mon fils, en fait. Non, c'est mort, je vais pas mourir ce jour-là. Donc même faut juste que je les notifie. C'est ça. Même mon conjoint me dit, en fait, notre fils, il est né... comment dire, comme c'était la galère jusqu'à 23h45, lui il est né à minuit 11 le lendemain, il a dit en fait les jours d'avant c'était pourri, lui notre fils il a décidé de naître un nouveau jour avec une nouvelle énergie. Oui, si tu j'aime bien l'image. Oui. Donc voilà, oui, non, c'était spécial, surtout que lui il attendait en pot à pot, il était là, oui maman elle arrive, pourquoi elle arrive pas, genre ouais, c'était particulier. Mais bon, comme je voyais aussi que l'équipe médicale elle était pas trop paniquée, j'essayais de m'ancrer à ça parce que il y a rien de pire quand tu fais un choc anaphylactique que la panique, parce que déjà tu as le cœur qui monte, alors si tu paniques, donc j'essayais de m'ancrer, tu vois, je regardais le mec, je respirais, voilà, je me concentrais, là vous allez me faire une prise de sang, d'accord, ok, là c'est de l'adrénaline, super. Voilà. Ok. Voilà. C'est le déni, mon cerveau il fonctionne beaucoup dans le déni, puis un jour ça va me tomber dessus. Voilà. Super fin.
Mais bon, Le déni, finalement. finalement, le Si je n'ai déni. qu'un seul conseil à vous donner, Restez dans le déni. restez dans le déni. Puis ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, en fait, on croit toujours que mais je pourrais pas faire ci, faire ça, faire ça. Mais en fait, le jour où ça va arriver, en fait, si tu peux le faire, tu te découvres des forces que tu dis, mais non, j'ai fait ça. Et du coup, pour la petite anecdote, l'avantage de mon choc anaphylactique, c'est que moi qui avais peur de la césarienne parce que j'étais mal à l'aise avec l'idée qu'on me trifouille les yeux réveillés, je l'ai pas vu passer. Bah oui. Ils ont C'est pu ça. faire ce qu'ils voulaient, je savais pas ce qui se passait. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous raconter l'Odyssée de Cameron. Lycée de Cameroun. Et est-ce que tu peux lui laisser un petit message à Cameron? Oui, alors je vais essayer de ne pas pleurer. Déjà, je voulais te remercier de t'être accrochée malgré une grossesse où maman, elle était très anxieuse. Et du coup, je te demande pardon aussi d'avoir vécu dans cet environnement-là. Sache que déjà, même avant ta conception, tu étais aimée. Et voilà, on te remercie d'être là, d'être le soleil qu'on avait besoin dans notre vie. Et puis voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de pleurer. Et on essaiera d'être les meilleurs parents possibles pour toi pour pas que tu regrettes qu'on ait forcé le destin pour te faire venir ici. Voilà. Trop beau. Et moi, j'ai une petite question. Oui. Tu nous dis que tu avais 8 embryons. Oh. Donc maintenant, il en reste 7. Oh, oh. Est-ce que vous avez pour projet d'agrandir plus tard la famille ou... Oui, alors si ça ne tenait qu'à mon chéri, il a dit « Mais ça me fait mal au cœur, il faut tous les mettre. Les 7. » Comment ça, les 8 7 enfants. Ça va pas la tête, en fait. Il m'a dit « Oui, mais après, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Donc, en fait, oui, on a projet d'agrandir. On aimerait bien, de toute façon, là, pas tout de suite, mais essayer de le laisser venir tout seul, le prochain. S'il vient pas, on sait qu'on a les jumeaux de date. J'ai vu ça sur une vidéo d'une dame qui disait qu'elle avait des enfants de 19 mois d'écart, mais en fait, c'est des jumeaux parce qu'ils ont été faits le même jour. Donc, j'aime bien cette idée. On les fera. Et si jamais ça fonctionne et que j'ai encore des embryons, je sais pas si faudrait que je me renseigne, c'est possible, et de voir si psychologiquement, c'est pas trop dur de faire bénéficier quelqu'un d'un don, quoi. Ok. Bah écoute, Voilà. c'est-à-dire qu'on va te recevoir pour un épisode 2 alors. Mais pire, on sait pas. En espérant que cette fois-ci, ce sera pas une odyssée, quoi. C'est toujours une odyssée. Pitié, non. Avec des choses différentes. Oui. Mais c'est toujours une odyssée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça et on te fait des gros bisous. On fait des bisous à tout le monde. Bisous tout le monde, Tata. tata.